Hello, 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 hello. Bienvenue sur la chaîne YouTube Moula Causé. Je m'appelle Marianne et ceci est la troisième vidéo de ma série sur la Saint-Valentin. Le premier épisode parlait de l'amour et la maladie, le second d'intersectionnalité et séduction. Et là aujourd'hui je vais parler de différents aspects que j'ai appris par rapport à l'amour. Donc un espèce de love coach. Des choses que je partage par exemple avec des amis ou des amis ou avec mes sœurs, mes frères, des personnes, des connaissances, donc un peu comme si on allait boire un verre et que je parlais d'amour et différents aspects de l'amour avec vous. Et donc voilà, je me suis dit que ça pourrait peut-être être intéressant de le partager. Et donc là, je vais prendre, par contre, sur cette vidéo, même si j'ai pas l'habitude, mais je vais prendre mes notes parce que j'ai tendance à fort m'éparpiller et que j'ai pas envie de vous faire une vidéo qui part un peu trop dans tous les sens. Et sur cette coup-là, j'ai envie d'être un peu plus claire et précise dans ce que je nomme ou ce que je partage. Et donc, j'ai mis ce que la séduction m'a appris, ce que je peux. Ce que la séduction m'a appris, c'est que je peux sortir du spectre de la proie. Ce que j'ai vécu et vis encore parfois, mais ça va mieux car je me connais mieux et donc j'arrive un peu plus à déceler ce sentiment de se sentir comme une biche prise dans les phares d'une voiture et qu'on ne sache pas trop quoi faire et qu'on se dise un peu c'est pas là que je veux aller, c'est pas là où j'ai envie de rester et ça ne me convient pas et de le dire. Cette sensation de proie ou de gibier provient en fait des séquelles des attouchements que j'ai eus quand j'étais enfant et adolescente. Je vois bien que je ne suis pas encore à l'aise forcément quand je suis avec un homme qui m'est inconnu, que je suis toujours un peu en alerte et maintenant avec le temps j'arrive un peu plus à le déceler et à calmer ça et à me permettre aussi d'avoir une lecture plus apaisée et plus éclairée par rapport à sa gestuelle, par rapport à ses intentions et les miennes aussi. Et donc voilà. Et aussi, ça fait aussi écho avec ce côté de la proie, du gibier, avec ce qu'on a tendance à donner comme image de la femme, comme quoi elle chercherait son prince charmant, qu'il faut qu'elle trouve la perle rare, et donc un peu comme si c'était une personne à éternellement sauver, et ça a tendance à être handicapant et donc du coup, je trouve que j'arrive de plus en plus à le déceler et à le lire et à m'en défaire. Et ça, je suis contente. Et c'est quelque chose aussi que j'ai tendance à partager dans mon cercle pour que les personnes aussi puissent se l'approprier et s'armer aussi pour ces fausses lectures, que ce soit en tant que femme ou en tant qu'homme. Aussi, il y a des fois où les hommes n'en ont pas conscience et des fois qu'on leur dise, ça leur permet aussi d'un peu mieux comprendre ce qui se passe aussi en face quand ils rencontrent quelqu'un. Euh, et donc voilà. Que les sites de rencontres, ce n'est vraiment pas pour moi. Ça, c'est vraiment. J'ai essayé plusieurs fois. Je me suis vraiment dit, allez, test. J'ai testé avec des photos de moi, juste la figure, juste le corps, sans les mains ou sans les pieds. Et, euh, et j'ai testé à l'inverse avec mon handicap apparent. Et c'est hallucinant de voir la différence de fréquentation, de like, de match, etc. quand c'est avec mon handicap ou sans mon handicap. Euh, c'est surtout que ces sites de rencontres mettent vraiment presque tous le physique en avant et que j'ai conscience et au fur et à mesure plus je grandis
et c'était très limitant avant, mais adolescente c'était vraiment très badant. Plus j'ai conscience que sur le marché de la bonne meuf, je suis pas, je suis pas le premier choix. Et donc, ça a tendance, je trouve, à ressortir toutes les insécurités et que du coup, je me dis que ça ne sert à rien, en fait, de s'en rajouter inutile- inutilement. Et donc, pour moi, c'est mort. Et donc, je trouve qu'on répond dans ces sites de rencontres à des clichés qui reviennent en fait du fait de notre société qui a beau dire qu'il faut cultiver son intérieur, sa flamme intérieure, sa personnalité, etc. Et ça, je suis à fond là-dedans, mais que dans les faits, je trouve qu'on a encore trop tendance à sélectionner son partenaire comme si c'était un faire-valoir et donc à mettre trop d'importance sur l'extérieur. Et qui dit extérieur dit qu'on va se dire que le partenaire va être soit à la hauteur de ce que l'on est, soit plus pour être dans l'idée que je me suis upgradée, donc je me suis surclassée, et donc on aura tendance à directement refuser des personnes qu'on estime arbitrairement parlant et personnellement comme moins sous-classées par rapport à nous. Et donc il y a ce côté où j'ai réellement conscience que sur l'échelle, en tout cas juste des cases à remplir pour être la partenaire idéale physiquement, bah, je suis pas du tout bien classée, et donc ça ne sert à rien de moi-même aller me foutre dans un, dans un, dans un système qui ne fonctionne que par ça en fait. Et donc je préfère être dans le réel, dans les rencontres réelles, parce que je trouve que c'est déjà un peu plus jouable d'être envisageable pour quelqu'un quand il me rencontre dans le réel, parce que c'est un tout qui rencontre, c'est une manière d'être, c'est une gestuelle, c'est un charisme, c'est une diction, c'est ça dépend aussi de où on se rencontre, dans quel milieu on se rencontre. Si c'est un milieu par exemple associatif ou militant, bah déjà il y a une lecture qui est différente que si c'est sur Tinder ou sur adoptamec.com ou Mythique. C'est vraiment pas du tout la même chose. Donc moi je suis team réel parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile. Je me sens moins partir avec des désavantages que quand je suis sur des sites de rencontres en fait. Parce que sur des sites de rencontres, j'ai trop tendance à voir que je suis déjà mal barrée en fait. Et donc et certains me diront en commentaire, oui mais peut-être que tu es trop focus là-dessus. Non, sincèrement, pour avoir testé les deux, avec des photos où on voit mon handicap ou avec des photos où on voit pas mon handicap, c'est un fait. Les gens sont encore énormément là-dessus au premier regard. Et donc du coup, vaut mieux s'éviter des pertes d'estime de soi, des micro-agressions d'estime de soi inutiles en fait. Ce que j'ai appris par rapport aux rapports intimes en solo ou en duo, c'est que par exemple pour les rapports solo, c'est que la masturbation, les caresses ou le fait de prendre soin de soi, de prendre le temps de se regarder, de se voir, de se faire plaisir, permet de connaître son corps, d'avoir conscience de ce qui se passe dans son corps, de connaître aussi sa propre sexualité, son propre sexe, ses propres attributs. Euh, et ça permet de s'apporter soi-même aussi du plaisir. Et je trouve que c'est important parce qu'on a, surtout en tant que personne féminine, c'est que on a tendance à voir fort identifier le plaisir féminin comme quelque chose de satanique, de quelque chose de mal, de sale, de pas propre, alors que c'est juste en fait, puisque si nous sommes des êtres vivants et qu'il y a la possibilité d'avoir ces moments en solo, que c'est que c'est aussi qu'ils doivent permettre d'être
explorer et que c'est notre corps. Et donc je trouve ça, et je l'ai compris très tard. Et c'est aussi par le biais d'un de mes partenaires en fait que je l'ai appris. Parce que quand il m'a demandé une fois, et quoi, tu te masturbes jamais? Et puis là, je l'ai regardé et j'ai fait, bah non, j'ai tendance à pas le faire parce que je me dis que c'est dans mon rapport sexuel que j'aurai le plaisir. Et donc, comme si j'attendais que l'autre appuie sur le bouton start pour l'avoir, alors que je peux moi-même être mon bouton start. Et je trouve que c'est quelque chose que j'avais pas conscience. Et à, je pense, 26 ans, 26 ans, je me suis dit, mais en fait, ouais, j'ai pas besoin de forcément compter sur l'autre, sur le partenaire pour appuyer sur le bouton start. Et un truc aussi qu'on a tendance à oublier, c'est que le fait de se faire des plaisirs solitaires, ça permet aussi de mieux aiguiller et de mieux partager aussi ses plaisirs en duo ou en trio ou je ne sais pas, ou en tout cas avec les partenaires qu'on choisit d'avoir, parce qu'on a plus conscience de ce qui nous permet d'accéder plus rapidement ou plus lentement au plaisir selon ce qu'on veut à ce moment-là et ce qu'on veut avec la personne. Et donc je trouve que c'est vraiment hyper intéressant d'expérimenter sa propre sexualité en solo. Et voilà. Pour la sexualité en duo, parce que moi je parlais en tant qu'hétérocentrée, désolée pour les autres personnes, mais je n'ai vécu que ces relations intimes-là, et donc en duo. Ce que je dirais, c'est que euh, de, tou- de, de toujours dire, de toujours prendre le temps de voir si on est OK pour ce moment d'intimité. Je me rends compte qu'il m'arrivait parfois de dire OK alors qu'au fond je ne le pensais pas vraiment. Parce que j'avais tendance à me dire, puisque j'ai eu une sexualité si on veut tardive, alors que dans les faits je pense que ça va. Je crois que j'ai eu ma première fois à 19 ans. Et comme j'étais dans mon groupe d'amis dans la plus en retard, bah, j'avais tendance à me dire que comme je suis tellement en retard, bah, il y avait un côté où prends ce que tu peux prendre. Et donc c'était aussi le côté, comme je suis handicapée malade et que j'ai pas beaucoup de personnes qui veulent partager cette intimité avec moi, qui veulent partager cette intimité avec moi. Du coup, j'ai tendance à me dire, ouais, ok, c'est pas grave, c'était pas totalement ok, mais bon, prends quoi. Ça te fera de l'expérience ou ça te fera un moment pas toute seule ou vous avez compris l'idée quoi. Et donc, par après, tu rentres chez toi ou tu es à la fin de ce moment-là et tu te dis un peu, mais ouais, mais c'est pas forcément là où je veux être, ou c'est pas forcément ce que j'avais envie de faire, ou je me sens pas propre, ou je me sens pas moi-même, ou je sens que je me suis niée et je suis pas à l'aise avec ça. Et donc je trouve que c'est super important de prendre le temps de voir si on est toujours OK avec son consentement et de le communiquer à la personne avec qui on est, ou les personnes avec qui on est, pour stopper ce côté dévalorisation innée et ça, je trouve que c'est un point hyper plus à mettre en avant. Que ce soit aussi avec le partenaire ou les partenaires qu'on a, c'est aussi voir si cette personne aussi est OK avec le moment que vous allez partager. Parce que j'ai remarqué aussi, et moi, ça c'est plutôt moi qui ai péché, si on veut, j'ai remarqué, c'est que j'avais tendance à me dire parce que c'était un mec, il est ok en fait. Parce qu'on a dans une croyance, on a toujours tendance à croire que les hommes pensent toujours au sexe en fait. Et donc du coup, ils sont toujours ok pour un moment de sexe. Alors que non, eux aussi, ils ont des soucis, une journée de boulot qui a foiré, des insécurités, ah mais merde, j'avais oublié ça, j'ai pas la tête à ça. Et donc
eux aussi ont le droit de dire bah non, en fait je suis pas ok pour ce moment d'intimité avec toi, je préférerais qu'on fasse autre chose ou qu'on parle ou n'importe quoi et ils sont pas obligés de par définition parce que ce sont des hommes d'avoir envie de ça. Et aussi un truc que j'ai aussi appris, mais ça je l'avais appris très tôt, et ça je suis vraiment à fond dedans. C'est que c'est pas parce qu'il y a c'est pas parce qu'il n'y a pas pénétration qu'il n'y a pas moment ou rapport entre deux personnes ou entre partenaires quoi. Parce que c'est hallucinant comme le nombre de fois où par exemple je dis que j'ai rencontré quelqu'un et que je dis qu'on n'a pas encore couché ensemble ou en tout cas qu'il ne m'a pas pénétré et que du coup dans l'œil des personnes à qui je le dis c'est ah oui mais en fait il s'est rien passé alors que non en fait c'est pas on n'est pas obligé de pénétrer pour qu'il se passe quelque chose en fait. Je trouve qu'on peut très bien faire l'amour avec des préliminaires, avec des caresses, avec de la masturbation, avec plein de choses en fait. Parce qu'en fait, les personnes qui vivent ce moment qui définissent ce qu'est ce moment. C'est pas le côté hyper phallique de notre société qui a tendance à croire qu'il faut rentrer dans le trou absolument parce que c'est le plus important. Non, je pense que c'est aux personnes qui vivent ce moment à définir ce moment et le reste, on s'en fout. Et donc voilà. Donc moi, je considère que j'ai plein de rapports avec différentes personnes et je n'ai pas à justifier ou à dire ah mais combien t'ont pénétré pour qu'ils valent la peine de dire que eux oui il s'est passé réellement quelque chose, qu'il est important de parler, de poser des questions, de dénoncer ses insécurités, ses fantasmes. C'est super important de penser que en fait c'est aussi quelque chose qui évolue, une intimité entre les partenaires, parce qu'on a tendance à, quand on est en couple, à parler de ses projets perso, de ses projets pro, de ses projets sportifs, de ses projets créatifs, de ses projets éducatifs, mais les projets sexuels sont aussi partie inhérente d'une relation entre les partenaires, parce que ça fait aussi partie de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils partagent, du lien qu'ils entretiennent entre eux. Et donc je trouve que ça a aussi la place dans les échanges entre les personnes concernées. Et non, ça ne veut pas dire que parler de ça veut dire qu'on est une personne nympho et qui ne pense qu'à ça, etc. C'est juste que c'est un fait. Il y a des moments où on se retrouve et qu'on a ses intimités. Et voilà, autant en parler, quoi. Comme ça, chacun sait où il est. Chacun sait où il met les pieds, pourquoi il met les pieds là-bas. Et voilà. Ce qu'il partage avec l'autre. Qu'il n'y a pas aussi de bons ou de mauvais coups. J'ai toujours un problème avec cette manière de voir toujours les choses de manière binaire. Ça, je trouve ça tellement limitant, handicapant et désolé du mot débile parce qu'en fait il y a tellement de spectres entre les deux pôles en fait et c'est cool d'explorer les deux pôles en fait. Il y a par exemple entre hommes et femmes il y a plein de spectres et c'est cool aussi entre valide et handicapé ou dit invalide, bah, il y a plein de spectres et c'est cool de se poser la question de cette multiculturalité en fait, de cette de ces genres multiples. Je trouve ça chouette, je suis curieuse en fait. Des fois je me dis même, il y a plein de choses pour lesquelles je suis discriminée ou en tout cas marginale dans le fait d'être une femme noire, parce que femme non, c'est pas marginalisant dans le sens on est la moitié de la population mondiale, donc en soi on ne devrait pas être marginal, mais bon, ça, on va faire un autre débat, donc je vais un peu me taire là-dessus. Mais je veux dire, ça ne devrait pas être marginal, mais le fait d'être noir, ça amène une discrimination. Le fait d'être une femme, ça amène une discrimination, mais ça ne devrait pas. Le fait d'être handicapé aussi, le fait d'être malade aussi, d'être adopté aussi. Vous voyez, il y a plein, je sais même pas le faire avec mes doigts, c'est dommage. Mais le fait
d'être hétéro, pour le coup, pas du tout. Puisque je fais partie de la majorité et de ce spectre tellement connu et inné qu'on pense que c'est naturel. Et donc ça me fait plaisir, par exemple, de fois de me dire, mais en fait, je ne connais rien et je suis curieuse d'en savoir plus. Mais là, encore une fois, je m'égare, mais je disais qu'il n'y a pas de bon ou mauvais coup, parce qu'il y a juste des personnes qui partagent un moment intime, et en partageant ce moment intime, il faut se rendre compte que ce moment dépend de plein de facteurs. Et donc, du coup, si on n'est pas performant à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'on est une personne pas performante par nature. Et donc, j'ai toujours eu du mal quand j'avais des conversations avec mes amis, eux ou mes amis, quand on disait d'une personne, ouais, mais c'est un mauvais coup. Oui, mais ça veut dire quoi être un mauvais coup? Et ça veut dire quoi être un bon coup? Parce que pour moi, ça ne veut rien dire. Parce que c'est juste un moment comme ça. Et donc, des fois, c'est une alchimie qui passe pas entre les personnes. Des fois, c'est des facteurs extérieurs si t'as trop bu et que du coup, tu peux pas. Tu peux juste pas, ou t'es malade, ou tu penses à autre chose, ta tête est prise ailleurs parce que voilà. Et donc, je vois pas pourquoi on doit calquer et photographier cette personne la limiter à juste ce moment. Parce que sa sexualité ne se résume pas à ce moment. Euh, et donc, c'est tout comme ça va aussi dans le sens de dire que la libido, c'est comme l'humeur, ça évolue, ça change, et donc on n'est pas toujours au pop-up parce qu'on a décidé que un couple lambda, ou en tout cas dans les magazines ou dans les sondages, doit faire 2 fois par jour l'amour ou n'importe quoi. Vous voyez l'idée, quoi. Ce que être amoureuse m'a appris, c'est qu'on rencontre une autre personne et non soi-même. Je trouve qu'on a tendance à fort, lorsqu'on rencontre, ou à même des fois avant qu'on rencontre, faire déjà une liste en fait de ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, ce qu'on projette, ce qu'on aimerait, etc. Alors que quand on rencontre une personne, en fait on rencontre une autre personne. Et parce qu'on rencontre une autre personne, bah, je pense qu'il faut un peu, dans un premier temps, prendre le temps de juste voir qui elle est, cette personne. Parce qu'on ne peut pas déjà projeter une liste ou des cases à remplir vers quelqu'un alors qu'on ne l'a même pas encore rencontré. Ça fait comme si les jeux, en fait, les dés étaient déjà pipés, et je trouve ça hyper limitant. Et moi, ça m'arrive plein de fois où, quand je suis dans ces phases-là, je me sens coincée parce que je sens que la personne projette énormément de choses en ma personne, et j'ai envie de dire, mais euh, en fait, je peux te laisser juste avec mon, mon hologramme et ça te va en fait. C'est pas moi que tu veux, avec moi que tu veux échanger, c'est plus avec toi et ce que tu aimerais. Mais je suis pas ce que tu aimerais, je suis moi, je ne suis que moi. Et donc voilà. Euh, qu'une personne, quand on la rencontre, elle existe aussi avant, pendant et après nous. Ou en tout cas, je lui souhaite de vivre après nous. Parce qu'on est conscient aussi à l'heure actuelle qu'on ne fait pas forcément toute notre vie avec le même partenaire, même si quand on y arrive, je trouve ça génial et je ne suis pas là pour juger. Clairement, toute cette vidéo-là que je fais, même celles que j'ai fait avant, ne sont pas là pour juger. Elles sont plus là pour échanger et partager un point de vue. Et je ne suis pas une gourou ou une love coach de DAG. Je suis juste moi, Marianne, 30 ans, qui partage. Et donc, le fait de se rendre compte qu'une personne est quelqu'un avant qu'elle nous rencontre, ça veut dire aussi se rendre compte que la jalousie ou le côté un peu t'oublies tout ce qui s'est passé avant moi, tu fréquentes plus les personnes avant moi, que tu connaissais avant moi, etc. Je trouve ça hyper limitant et hyper irréaliste parce que bah oui, on est quelqu'un, quoi. On est quelqu'un avec son passé, avec son présent et avec son futur. Et donc, du coup, une relation ou un couple qu'on construit, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas quelque chose qui doit être dressé comme ça. Et donc, ça, je trouve que c'est important aussi d'avoir conscience
Parce que c'est pas parce qu'on démarre une relation que les deux personnes sont à zéro aussi, comme la relation. Et les compteurs ne sont jamais à zéro. Et donc c'est important de se rendre compte de ça. Ce que aimer m'a appris, parce que moi je fais une grande différence entre être amoureuse et aimer quelqu'un. Pour moi, être amoureuse, c'est les 8 premiers mois, souvent. Et aimer, c'est ce qui arrive après, c'est quand on commence à construire, quand on commence à avoir des projets, quand on commence à faire, à être dans plus du concret, dans des voyages, dans des maisons, dans des projets bébés, dans des projets de partenariat professionnel, en couple, etc. Et on peut, je suis aussi de la team, qu'on peut être amoureux et aimer quelqu'un. Donc on peut être dans une relation depuis 10 ans et être toujours amoureux de quelqu'un et l'aimer aussi. On peut les additionner, c'est pas séparé. Je pense juste qu'au départ, souvent, en tout cas pour moi, j'ai été amoureuse avant d'aimer quelqu'un. Je disais qu'il faut faire attention que par rapport au fait que les choses qui ont fait qu'on était amoureux d'une personne ne deviennent pas les choses qui font qu'on n'aime plus une personne. Je m'explique. Il y a tendance, quand on rencontre quelqu'un, à, euh, à l'idéaliser et à prendre des points de sa personnalité en se disant ah ouais mais il est super différent de moi, ça va me stimuler, ah ouais mais pour ça il me ressemble tellement, ça va être chouette, ça va être calme, ça va être super, on va être en phase, etc. Ben, ce qu'on a aimé, ce qui nous a fait tomber amoureux à un instant T et qui 3 ans plus tard va peut-être nous casser, il faut aussi le mettre en perspective parce que ça évolue aussi. Et ce trait qu'on mettait comme un point plus à une époque peut très bien, parce que nous-mêmes on a évolué, devenir un point moins et en être réaliste et pouvoir aussi le remettre en question. Et ça, je trouve que c'est important de toujours reprendre cette température de ce pourquoi on est avec cette personne en fait. Je dis pas faire tout ça toutes les semaines parce que ça deviendrait un peu trop cérébral, mais juste des fois reprendre cette température pour voir si on est toujours ok avec ça. Euh, que aimer c'est du quotidien en fait. Aimer c'est du quotidien et c'est du coup des fois pas glorieux, pas glamour, pas fantastique, pas comme dans les contes de fées. Et c'est pas grave en fait. Parce que pour moi, c'est là la différence entre être amoureux et aimer quelqu'un. C'est que cette phase un peu lune de miel n'est plus là et qu'on est un peu plus dans les mains dans le cambouis en fait. Et on est ok d'avoir les mains dans le cambouis et de prendre les choses en main avec cette personne et d'être partenaire et de faire avancer le projet qui est le couple en fait. Et donc voilà. Et toujours quand on est ok avec ça et tout, c'est toujours aussi se rendre compte si on est toujours ok avec soi-même, d'aimer cette personne, malgré le côté qui n'est plus glamour, qui n'est plus fantastique, etc., ce quotidien. Et si on est toujours en phase, tous les deux ensemble, avec le couple, avec nos valeurs. Parce que c'est ça aussi que je trouve qui fait que quelque chose qu'un couple ou qu'un projet de couple peut durer, c'est ce côté être aligné avec ses valeurs. Euh, qu'on peut aimer de différentes manières. On peut aimer en tant qu'ami, on peut aimer ses frères et sœurs, ses parents, etc. Et qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'aimer. Parce que on a fort tendance à se dire ouais le couple c'est un but ultime, c'est un saint graal, etc. Mais il y a plein de manières d'aimer et il y a des périodes où le couple n'est pas une fin en soi ou un but à atteindre et des fois on se met un peu trop la pression là-dessus parce que c'est peut-être pas la période pour nous d'aimer comme ça et que les autres amours peuvent très bien convenir pendant un moment et personnellement moi je suis totalement dans cette période-ci dans cette période-là plutôt, c'est que j'ai l'impression que je m'épanouis très bien pour le moment,
mais pourtant je n'ai pas un amour de couple. Et ça me va très bien. Et qu'en fait aussi le côté, je pense que j'ai un peu dit qu'une relation c'est entre les personnes concernées et qu'il est important de toujours garder à l'œil le lien qu'on entretient avec son ou ses partenaires et voir si le partenariat est toujours win-win pour pouvoir toujours remettre en perspective, pour savoir si chacun se sent toujours dans un win-win, dans l'évolution de ce qu'on construit. Parce que le win-win d'il y a 6 mois n'est pas toujours le même win-win d'il y a 3 ans plus tard. Parce on bouge, parce qu'on évolue, parce qu'on n'a pas les mêmes projets perso de couple ou éducatifs ou sportifs, etc. Et donc c'est bien de prendre un peu le temps de faire, d'entretenir ce lien. Et donc là, c'est le méchant mot, mais hyper important, communication. La communication, c'est génial, c'est super cool. Et le dernier, pour terminer, parce que je pense que je fais une vidéo beaucoup trop longue, j'espère qu'elle vous servira et je pense que ce sera la dernière vidéo de la série sur la Saint-Valentin parce que honnêtement, là, je fais la vidéo que grâce au fait que j'ai pris un anti-inflammatoire parce que parler comme ça me fait super mal à cause de mes problèmes de mâchoire, à cause de ma joue que vous voyez ici. Et donc voilà, c'était une petite parenthèse juste pour vous dire que je pense qu'il n'y aura que 3 épisodes à cette série parce que je suis vraiment claquée, j'en peux plus et je fonctionne que aux anti-inflammatoires et donc voilà. Et en plus la lumière est tellement pas belle que ça me saoule, vu le contenu que je voulais partager, d'avoir un truc aussi dégueulasse à vous proposer. Voilà, c'était la petite parenthèse. Je reviens sur le dernier point, ce que le célibat ou mes périodes de célibat m'ont appris. Adolescente, mon célibat était plutôt subi, car je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas avoir de partenaire, car je collectionnais les râteaux, et donc du coup, être célibataire à cette époque-là, c'était vraiment synonyme de lose, quoi. Je me sentais vraiment une loseuse, mais incroyable, une loseuse de première classe, quoi. Et parce que j'en avais marre d'être la bonne pote des mecs, et d'être la pote qui a jamais rien à raconter de ces histoires de cœur, à part le ouais, il m'a dit non, ouais, il s'est foutu de ma gueule, ouais, voilà, toute cette histoire-là. Mon célibat à 20 ans, je l'ai vécu après une relation de 2 ans avec un mec très très chouette. Je l'ai vécu comme une manière de savoir qui j'étais, parce que ça arrivait un peu au même moment que j'arrivais à la fin de mes études supérieures, je quittais la maison familiale, je prenais conscience de certains traumatismes que j'avais vraiment mis dans un déni de dingue. Et c'est là que j'ai commencé en fait mon analyse en allant chez une psy, etc. Et en fait, c'était mon célibat à ce moment-là, qui a duré quand même 4 ans, a été une manière en fait de me découvrir, de savoir qui j'étais. Ça a été vraiment un célibat hyper chouette, vraiment très très chouette. Dans ma construction personnelle, ce célibat a été hyper intéressant et je m'en remercie de me l'être autorisé. Et par contre, le célibat que je vis maintenant, je trouve que c'est un célibat plus, je dirais un célibat genre j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de me reposer, que ce soit pour le corps, que ce soit pour l'esprit, parce que je sors d'une relation que je trouve qui a pris énormément de mon estime personnelle, de mes certitudes que j'avais. Et donc du coup je suis un peu dans un célibat où j'ai besoin après m'être connue à 20 ans, maintenant j'ai besoin parce que je me connais et que j'ai vu certains de mes travers dont je suis pas très très fière, cette tendance à vouloir toujours un peu sauver l'autre, faire attention à l'autre, être avant ses besoins, savoir un peu plus que lui ce qu'il lui faut, et des fois être hyper présente, trop présente. Ça c'est un aspect de moi qui me saoule, qui fait que je prends plus soin de l'autre que je ne prends soin de moi, et après j'ai tendance à reprocher à l'autre d'avoir pompé mon énergie, et ça c'est tellement pas cool.
Et donc voilà, c'est des trucs comme ça que le célibat me permet de me rendre compte maintenant, de voir certains de mes travers pour que la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, parce que honnêtement, moi je vois le célibat comme quelque chose de c'est une phase de vie. Je dis souvent à des potes qu'il faut s'autoriser à avoir un stage de célibat dans sa vie pour un peu prendre la température de qui on est, comment on est avec les interactions amoureuses avec les autres, parce que l'amour prend tellement de place dans notre vie, dans notre société, dans notre parcours de réussite, etc., que du coup je trouve que c'est important aussi d'être sans pendant un moment pour un peu voir en fait où on en est, qui on est, pourquoi on a ces peurs-là, ces insécurités-là, cette tendance à tomber là-dedans, à aller chercher, si on veut, un type de personne, etc. Et donc là, pour le moment, je suis clairement dans cette phase-là et je trouve qu'elle est hyper épanouissante parce que j'apprends mais tellement de choses que je sais que pour la suite, ça va être un bonus de dingue et que c'est plus important. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour et que le célibat c'est pas une fin en soi et que c'est pas par définition le fait d'être égoïste et de ne penser que à soi. Il y a tellement de raisons d'être célibataire en fait, qu'il y a de célibataires et donc du coup je trouve que faudrait un peu démystifier cette phase-là et je sens énormément des fois quand je le dis et que certaines personnes me disent «Ah mais ça fait autant de temps et ça va?» Je fais «Mais ça va, c'est pas une maladie en fait, hein. C'est vraiment pas une maladie. Hein. En tout cas moi je le prends pas comme une maladie.» et donc voilà, je pense que j'ai tout dit, j'ai vraiment bien parlé. J'espère que cette vidéo vous sera utile. C'était le troisième et dernier épisode parce que ma mâchoire me dit que c'est la merde. Et donc voilà, j'ai dit plein de mots qui sont pas bons. Du coup, dans l'algorithme YouTube, je serai peut-être pas très bien classée. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous trouvez qu'elle est intéressante et qu'elle vous a appris des trucs, parce que je crois que je ne serai pas dans l'algorithme et très valorisé par YouTube. Donc je compte sur vous. Merci bien. Bonne soirée. Bye bye. À la prochaine. Ciao.